Bonjour, bonjour ou bonsoir selon l'heure. Bienvenue pour cette preview du Grand Prix du Qatar en compagnie de mon confrère journaliste Thomas Morcellino Salut Daryl. et un invité surprise, un invité spécial, l'inimitable Xavier Simeon. Salut Daryl, bonjour Thomas, bonjour tout le Salut, monde. salut. Alors on va rien vous cacher, on parlait avec Xavier la semaine dernière de diverses choses et là je reçois un message. N'empêche, le Grand Prix du Qatar, ça va être le premier duel de l'année Pecco-Marc. Donc là, j'ai senti que Xavier était électrisé par ce Grand Prix à venir. Alors, pourquoi ne pas l'inviter? Et puis, qui mieux qu'un pilote qui a fait podium au Grand Prix du Qatar en 2015 en Moto 2, Xavier, ici sur la gauche de votre écran, pour parler donc du Grand Prix du Qatar et du circuit de Lausanne. Et merci Xavier d'être avec nous. Et ben, on va commencer tout de suite par ce circuit de Lusail que tu connais bien, que tu maîtrises parfaitement. Est-ce que tu peux nous le décrire? Alors Lausanne, c'est un circuit qui est très particulier, hein. C'est je pense, un des plus beaux circuits du calendrier. On a vraiment des gros freinages, mais avec des beaux virages rapides qui suivent derrière, avec des beaux enchaînements. Et pour moi, c'est vraiment un des circuits où je prenais énormément de plaisir à piloter. Et je pense que c'est pour ça que c'est un circuit qui lancera bien définitivement la saison MotoGP. On a ce circuit aussi, il y a peu de virages lents. Tout à l'heure, on regardait un on-board pole position de Jorge Martin l'année dernière. Il y a un virage qui se passe à 70, 70 pour toi. Mais après, c'est pas mal de virages rapides à Lusail. Il y a vraiment que le virage 6 hein, où on a vraiment une grosse décélération, on a un gros freinage, mais on a beaucoup d'espace, donc c'est un endroit où on peut assister aussi à pas mal de dépassements. Mais voilà, le reste, c'est un circuit qui est assez plat, même s'il y a un tout petit peu de vallonnement à certains endroits, avec notamment la fin de ce secteur 2 où on arrive à très très haute vitesse après le virage 11 pour rentrer dans le virage 12. Et là, c'est une des plus belles parties où en tant que pilote, on prend énormément de plaisir. Thomas, tu as une stat qui décrit un petit peu les courses très serrées au Qatar. On voit généralement des arrivées groupées ou en tout cas des bagarres jusqu'à la ligne droite. Oui, bah écoute, le top 15 le plus serré de l'histoire en catégorie Rennes, c'était au Grand Prix de Doha 2021, donc le deuxième Grand Prix qui a eu lieu au Qatar durant cette saison-là, avec à peine moins d'une seconde, 9 secondes, pardon, excusez-moi, entre le premier et le 15e, entre Fabio Quartararo qui avait gagné et Miguel Oliveira. Donc on est sur voilà, une course très serrée, et surtout ce qui est, on va dire, c'est un peu contradictoire quand on voit la largeur de ce circuit, la grandeur de ce circuit. On se dit que les courses sont vite dominées, les pilotes s'échappent très rapidement et en fait non, c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Allez, on rentre dans le vif du sujet, contexte 2025. Et avant toute chose, la bonne nouvelle, c'est le retour du champion du monde MotoGP 2024, Jorge Martin. Alors, quel week-end pour Jorge Martin à Lausanne? On va rappeler les faits. Jorge Martin, il se blesse d'abord au test de Sepang début février. Il se blesse à la main droite et au pied gauche. Et ensuite, il se reblesse une deuxième fois à l'entraînement en supermotard, cette fois-ci à la main gauche. Donc, à quelques jours de partir pour le Grand Prix de Thaïlande. Pas de début de saison pour Jorge Martin, ni en Thaïlande, ni en Argentine, ni aux USA. Un chiffre, c'est 72 km sur l'Aprilia en 2025. C'était au test de Sepang avant de chuter. Xavier, toi qui as été pilote, toi qui as connu malheureusement les blessures, mais aussi les retours de blessures, comment est-ce qu'on aborde un week-end comme ça après autant de temps passé, entre guillemets, sur la touche? Ben là, dans le cas de Jorge, ce sera un week-end où il va l'aborder comme un rookie ou comme un pilote qui a la chance de pouvoir faire un Grand Prix, comme ça a été le cas pour pas mal de pilotes. Je pense qu'il se met absolument aucun objectif personnel. C'est un pilote qui est très intelligent, hein. Mais voilà, dans son statut actuel en tant que champion du monde, beaucoup de gens vont attendre quelque chose de lui. Mais je pense il a énormément travaillé sur lui pour arriver avec le recul nécessaire et de dire, voilà, quoi qu'il arrive, déjà être là, c'est une victoire. Si j'arrive à aller au bout du Grand Prix, ce sera déjà un maximum d'informations, étant donné le peu de kilomètres qu'il a fait avec cette moto jusqu'à maintenant. Mais au-delà du peu de kilomètres, c'est la confiance qu'il a en lui-même
par rapport à son physique, par rapport à ce qu'il va avoir comme sensation sur la moto. Donc, je pense que déjà, le fait qu'il soit là, il ne faut pas trop attendre de la part de Jorge parce qu'il ne va pas se passer quelque chose d'exceptionnel. Tu t'es déjà fait, toi, Xavier, le scaphoïde ou la main? Est-ce que, en termes de contraintes sur une MotoGP ou une moto en général, est-ce que c'est vraiment important? Parce qu'on se souvient de pilotes qui roulent avec la clavicule cassée, ça n'a pas l'air de trop les gêner. Mais par contre, est-ce qu'au niveau de la main, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment contraignant? Alors, moi, je me suis fait le scaphoïde en 2009, à l'entraînement aussi, en supermotard, où je jouais l'année où je jouais le titre avec Ducati en Super Stock 1000. Et c'était justement la trêve estivale où on n'avait que 3 semaines. Et je me le casse dès la première semaine de la trêve. Et la première chose que je fais, je vais à l'hôpital, je fais des examens. Là, le premier médecin me dit qu'il faut opérer, il faut mettre 2 vis, que j'en ai minimum pour 3 mois. Donc, dans ma tête, pour moi, ça, c'est quelque chose de pas possible, clairement. Donc, je vais voir je vais à un deuxième hôpital, je refais des radios. Et là, pareil, même résultat, le médecin me dit c'est 3 mois, c'est mort. Et du coup, là, j'ai fait appel à un médecin qui est spécialisé dans le sport. Je suis allé le voir et lui m'a donné plus d'espoir. Et finalement, au bout de 3 semaines, sans opération, juste à mettre un plâtre et à continuer à m'entraîner sans faire de mouvements brusques, mon scaphoïde a été réparé comme si de rien n'était. Et, j'ai pu faire la course suivante en gagnant la course sans problème. Mais une fracture n'est pas l'autre, donc je ne sais pas ici dans le cas de Jorge, qu'est-ce qu'il a vraiment eu comme fracture. Donc, s'il a été absent pendant autant de temps, c'est qu'il y a une raison, parce que je sais que lui, c'est un dur à cuire. Il est vraiment très, très dur au mal. Et s'il est blessé, c'est il fait vraiment pas semblant. Donc, je pense que là, il va vraiment revenir juste pour reprendre des sensations, passer un week-end vraiment en configuration course avec son équipe technique pour se préparer plus pour le Grand Prix d'après. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il ne va rien se passer d'exceptionnel. C'est vraiment juste pour lui s'enlever plein de doutes de la tête et je pense qu'il a raison de revenir. Au niveau de Jorge Martin, alors on a eu accès à des messages de ses proches qui on comprenait en lisant qu'en fait il y a beaucoup de douleur au niveau de Jorge Martin. Il souffrait beaucoup, fracture assez complexe, plusieurs d'ailleurs blessures à cette main gauche, à ce poignet. Il y a aussi pour Jorge Martin les conseils qui ont été donnés par Marc Marquez, qui a fait l'erreur de revenir trop tôt en 2020. On a vu parfois des pilotes faire l'erreur de revenir pas encore sortis de leur convalescence et de retomber sur leur blessure, notamment Jorge Lorenzo en 2013. Ça, c'est quelque chose, Xavier, quand on roule, on l'a à l'esprit ou on déconnecte? On l'a à l'esprit. Là, je pense que Jorge a voulu revenir trop tôt, en étant quand même à peu près, mais il se blesse juste avant de prendre l'avion une deuxième fois. Donc là, j'ai pas envie de dire c'est une erreur stupide parce que je connais pas du tout les pourquoi, les tenants, les aboutissants. Mais là, aujourd'hui, s'il revient, c'est clair qu'il se sent prêt. On sait que l'équipe médicale qui l'a vu, c'est l'équipe médicale qui est sur le MotoGP. Maintenant, les docteurs qui prennent la décision si oui ou non il sera apte à rouler le mercredi, donc demain, on sait que ce sont ceux du circuit. Et c'est eux qui auront le dernier mot. Ce ne sera pas l'équipe médicale de la Dorna. Donc, à voir la décision qu'ils prendront. Mais bon, dans ce cas-ci, je pense que s'il revient, c'est qu'il est sûr qu'il peut rouler. Allez, écoute, on va passer au sujet suivant. Grand Prix du Qatar, revanche en vue, duel au sommet entre Marquez et Bagnaia. Alors, on arrive dans un contexte particulier au Qatar. Marc Marquez a été défait suite à une chute à Austin, chez lui, entre guillemets. Donc, évidemment, désir de revanche. Face à un Pecco Bagnaia qui a gagné à Austin, ce n'était pas forcément attendu. Sauf que là, on est sur un circuit. Thomas, on a tout à l'heure compilé les chiffres des uns et des autres. En fait, c'est la première fois de la saison où Marc Marquez n'est pas méga favori sur le papier. Parce qu'en Thaïlande, c'est super test, on faisait le favori. En Argentine et à Austin, c'était des circuits où il était très performant déjà dans le passé. Là, quand on prend un petit peu les chiffres, on voit Pecco Bagnaia à Losail, donc très performant. Victoire en 2024, podium en 2023, en 2021. En 2019, il abandonne parce qu'il y avait un contact. Il avait perdu son aileron, il avait dû arrêter la course. En 2022, il chute
Il me semble d'ailleurs qu'il emporte Jorge Martin. Oui. Marc Marquez, lui, à Losail, c'est 10 fois sur 10 à l'arrivée en MotoGP, 9 fois sur 10 dans le top 5, 5 fois sur le podium, mais une seule victoire, Thomas. Oui, effectivement, ouais, une seule victoire. Et c'est surtout, ouais, cette seule victoire, c'était en 2014 quand il a enchaîné 10 victoires de suite. Donc, c'était la première de ces 10 victoires de suite. Après, on se souvient quand même des bastons qu'il a eu avec Dovizioso, notamment en 2018 et 2019, où il se fait battre dans le dernier virage, les 2 fois par Dovi. Mais ouais, c'est pas le circuit, son circuit de prédilection. Mais je reste convaincu que maintenant qu'il est en rouge, comme Dovi en 2018 et 2019, eh ben, il arrivera probablement peut-être à faire la différence. Mais c'est vrai que c'est pas son circuit. Après, il a toujours été compétitif. C'est pas comme si on était sur un circuit comme je pourrais pas dire, j'ai pas forcément d'exemple en tête. Je crois que Portimao notamment, il n'y a pas gagné encore. C'est pas comme Portimao, tu vois. C'est plutôt en entre-deux, on va dire. Pas compte tenu de son palmarès sur d'autres circuits, bien sûr. Xavier, pour toi, là, de quoi est-ce que, parce qu'on a vu sur les premiers Grands Prix, Pecco Bagnaia était un petit cran en dessous de Marc Marquez. De quoi est-ce qu'il a besoin là pour, entre guillemets, hausser le niveau et lui tenir tête sur les prochains Grands Prix? Mais Pecco, il est en train d'apprendre cette année. C'est-à-dire qu'il n'a jamais eu un coéquipier aussi déterminé, aussi fort et surtout avec une aura aussi forte. Marc, mine de rien, il est présent dans la tête de tout le monde. Et ça, aucun pilote ne peut y faire abstraction. Et Pecco, encore moins du fait qu'il est en concurrence directe dans le team Ducati. Maintenant, c'est vrai que Pecco a toujours été très, très performant au Qatar, mais comme l'a souligné Thomas, Marc n'a jamais été mauvais au Qatar. Les statistiques ne vont pas en sa faveur parce qu'il n'a pas énormément de victoires, mais il a toujours été en bagarre pour la victoire jusqu'au dernier virage. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être un week-end assez sympa à regarder. Et je pense quand même que Marc, aujourd'hui, est dans une phase où il a envie de tout rafler. Certes, il tombe à Austin, il fait une petite erreur inattendue, mais voilà, le niveau qu'il a actuellement avec la Ducati, je pense que Pecco a intérêt à s'accrocher. Ouais, puis ces duels entre Marquez et Pecco, on n'en a pas encore vraiment eu cette saison. Il y a eu une tentative de Pecco pendant le sprint à Austin, mais Marquez a répliqué immédiatement. Mais on se rappelle notamment de Aragon, c'est ça Thomas, en 2021? Bah, la première victoire de Pecco, notamment. Après, il y en a eu d'autres, notamment l'année dernière en Espagne aussi, en 2024. Donc, cette bagarre Marquez-Bagnaia. On avait vu un Bagnaia hyper agressif, beaucoup plus que par le passé ou que ce qu'on aurait pu imaginer. Il avait montré un petit peu cette qualité qu'il avait aussi. En fait, Pecco Bagnaia s'était un petit peu délivré sur cette course. Et là, cette année, c'est ce qu'on attend. C'est la confrontation directe entre les deux hommes en piste. On sait que ça va faire potentiellement des étincelles, mais c'est aussi ça qui tire le sport vers le haut. C'est aussi ça qui permet de faire la promotion du MotoGP. Et c'est le duel que tout le monde attend depuis le début de la saison. C'est la bagarre, toi à moi, entre les deux hommes, virage par virage, pendant 22 tours. C'est ça ce week-end. Ouais, après, c'est vrai que mais d'une façon générale, c'est vrai que tu fais bien de le souligner. Il y a eu que très peu de confrontations entre ces deux hommes-là, par le passé en tout cas. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y a eu le droit, c'était quand même très incisif. Et c'est vrai qu'on a vu un Pecco un peu différent. C'est vrai que c'est plutôt un pilote qui a tendance on va dire, à s'échapper ou en tout cas à se défaire de ses adversaires pour essayer de gagner. Effectivement, quand il a un Marquez dans les pattes, c'est vrai que c'est un autre Pecco qu'on voit. Et j'espère qu'on pourra avoir ça ce week-end. Et après, bah là, il y aura d'autres challengers qui vont s'y mêler. Enfin, forcément, on peut penser notamment à un DJR, on peut penser aussi à un Alex, pente ascendante nettement sur cette GP24. Donc, ça risque de faire, encore une fois, des étincelles ce week-end. Maintenant, il faudra voir sur les premiers essais ce que ça donne, quoi. Moi, j'ai un petit mais parce que par rapport à l'année dernière, l'approche de ce Grand Prix est complètement différente aussi pour tous ces pilotes. C'est que l'année dernière, il y avait un test post-premier essai. Et on sait qu'au Qatar, la piste est souvent très, très sale lors des premiers tours. Et le temps qu'elle se gomme, le temps que les pilotes commencent vraiment à arriver dans des chronos assez corrects, ça prend souvent du temps. L'année dernière, ils avaient pu commencer le week-end de course
déjà avec les références et la gomme posée lors des 3 jours de test fait quelques jours auparavant. Ici, ce sera un peu la même situation qu'Aragon l'an dernier où l'asphalte avait été resurfacé, il n'y avait pas de grippe, il n'y avait pas de gomme. Et ce sera un peu les conditions qu'on retrouvera ce week-end. Et on sait que là, Marc, dans ces conditions, généralement, il arrive à commencer directement avec un niveau qui est très, très bon. Maintenant, voilà, un circuit n'est pas l'autre, un week-end n'est pas l'autre. Et ça se trouve, Marc n'aura pas du tout de sensation et sera complètement à la rue. Mais j'en doute. On termine ce chapitre Bagnaia Marquez avec un chiffre. 3 victoires de rang pour Ducati à Lusail, du fait de Bastianini 2022, Di Giannantonio 2023 et Bagnaia 2024. On a fait une vidéo en début de semaine avec Thomas sur le Grand Prix du Qatar, mais voilà, de l'aspect un petit peu plus historique, mémo, les courses mémorables, etc. On vous remet juste le palmarès ici. C'est la moto favorite pour ceci, mais aussi parce que Thomas, ça fait plus d'1 an maintenant que le Ducati n'a pas été vaincu. Ouais, on est sur 20 victoires de suite. Une 21e se profile très probablement, en tout cas de fortes chances, ce week-end. Et le record historique de nombre de victoires de suite, c'est Honda entre 97 et 98 avec 22. Donc voilà, Ducati est sur le point. 97 et 98 pour notre ami Xavier. C'est sur le point, Ducati est sur le point d'écrire encore une page d'histoire si la marque continue sur cette tendance, quoi. Il y en a un qui aimerait bien gagner pour la première fois. C'est Alex Marquez. En tête du championnat, nouveau leader. Il a 1 point d'avance sur Marc et 12 sur Pecco Bagnaia. Il a fait 6 fois deuxième depuis le début de la saison. C'est un petit peu le Raymond Poulidor de la catégorie. Mais finalement, messieurs, est-ce que cette formule de prendre des points, est-ce qu'elle peut payer à la fin de l'année? Je précise, avant de vous laisser répondre, que Alex Marquez interrogé à Austin, il me semble que c'était par notre confrère espagnol Mela Tchercoles, répondait qu'il ne se considère pas candidat au titre parce qu'il estime qu'il a aujourd'hui une moto très compétitive, mais que la GP25 de Marquez et Bagnaia va recevoir des évolutions dans la saison qui va lui permettre de passer un cap. Donc, son statut de pilote dans une équipe satellite, d'après lui, ne lui permet pas de croire au titre. En tout cas, satellite avec une moto plus vieille d'1 an. Oui, parce que c'est vrai que l'exemple de Pramac l'année dernière, c'est vrai que c'était le mauvais exemple. Mais oui, après, c'est sûr que la GP24 va stagner au fur et à mesure de la saison. Mais pour l'instant, l'écart entre les deux, c'est pas vraiment une révolution, cette GP25. D'ailleurs, les deux pilotes, que ce soit Bagnaia et Marquez, Marc le disent très bien. Voilà, une petite évolution de la GP24 parce qu'ils ne voulaient pas partir dans tous les sens. Puisqu'on le rappelle, le règlement fait qu'ils vont rester dans le même... ils vont rester sur la même machine potentiellement jusqu'à la fin 2026. Donc, je pense que Alex Marquez a un coup à jouer. Et puis à Austin, il a bien dit, si je finis deuxième tout jusqu'à la fin de la saison, je serai content. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il aspire à cette première victoire. Et surtout, ce qui est pas étonnant, mais je veux dire, ce qui est remarquable, c'est que depuis le début de la saison, il est là, en fait. C'est pas forcément sur des circuits où on aurait pu penser qu'il aurait pu avoir la possibilité de se battre pour la victoire. Donc au Qatar, je crois que son palmarès, son meilleur résultat, c'est 6e sur les 5 courses qu'il a disputées en MotoGP là-bas. Il a marqué des points que sur les 2 dernières saisons, 6e en 2023 et en 2024. Donc, c'est pas forcément non plus son circuit. Là, pour le coup, par rapport à son frère Marc, c'est encore moins son circuit. Donc, faudra voir ce qu'il va faire ce week-end. Et c'est vrai que je suis curieux de voir. Je pense qu'il peut faire un bon résultat, comme l'a fait Bastianini en 2022 sur cette même Gresini, quoi. Xavier, toi, Alex Marquez, c'est l'une des grosses surprises de ce début de saison. Comment est-ce que tu analyses ce cap qu'il a réussi à franchir? Est-ce qu'il joue avec son frère? Est-ce qu'ils prennent ça comme un jeu et en fait, ils s'amusent, ils s'échangent des infos et ça les tire vers le haut? Moi, je pense que c'est clairement ça. Ils s'amusent, ils se tirent vers le haut. Et surtout, ce qui a changé pour Alex, c'est le fait de nouveau ne plus avoir son frère dans le box. Car il n'y a rien à faire, même si Marc est son frère. Il prend de la place, il sait à quel point il est bon, il sait à quel point il sait être vicelard dans la compétition. Et le fait de ne plus avoir Marc en confrontation directe et d'avoir mis la pression un peu sur les épaules de Pecco, je pense que ça libère pas mal Alex.
Et là, encore une fois, il est très, très bon dans la communication parce qu'il il se décharge d'une pression de dire, voilà, je ne serai pas candidat au titre, je ne me vois pas du tout comme un candidat au titre, mais dans un coin de sa tête, il n'y a rien à faire. En tant que tout pilote, quand tu te bats pour la victoire tous les week-ends, tu sais que tu peux le faire. Maintenant, un championnat, c'est très, très long. Il peut se passer énormément de choses. Donc, voilà, il a raison de dire qu'avec une moto satellite aujourd'hui, tu ne peux pas te battre pour le titre, malgré que Thomas l'a dit. On a eu la preuve du contraire l'année dernière, parce qu'il a une moto qui est équivalente à celle de son frère. Il n'y a pas vraiment de GP25, il l'appelle la 24.5 ou 0.9, je ne sais pas exactement. Et on voit qu'elle est performante. Mais moi, je le vois quand même être très performant ce week-end. Hein. Il finit à 6 secondes de la victoire l'an dernier en finissant 6e. Donc, ça veut dire que là, maintenant, ils se sont plus en confiance. Donc, il peut être un candidat à la victoire, clairement. Eh ben, messieurs, merci pour ce dossier Ducati. On va passer, on parlera tout à l'heure des autres pilotes, mais là, on va passer à l'un des autres thèmes brûlants du moment, c'est KTM. Est-ce que c'est le bon moment pour rebondir? Alors, petit point d'actu, KTM en 2025, c'est un début de saison compliqué. On n'a pas de résultat dans le top 6 en course longue. 8e place pour Brad Binder, puis 7e, donc Talent Argentine, et 7e aussi aux USA avec Bastianini. On a ce dossier Pedro Acosta, partira pas. En tout cas, même lui, il en joue un petit peu. On a fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques jours. Allez voir dans la chaîne, vous retrouverez toutes les infos à ce sujet. Mais le circuit de Lusail, Thomas, est un circuit qui réussit plutôt bien à KTM. Un circuit d'ailleurs où des pilotes aujourd'hui chez KTM ont déjà gagné par le passé, notamment Bastianini et Viñales. Pourquoi pas le bon moment pour rebondir pour KTM? Oui, alors après, comme disait Xavier aussi, encore à juste titre, par rapport au test qu'il y a eu notamment l'année dernière, parce que le dernier podium de Brad Binder, il remonte à ce même Grand Prix du Qatar l'année dernière, voilà, avec cette 2e place, là tu le signes bien en 2024, et c'est vrai que donc c'est un circuit. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a réussi? Oui et non. Est-ce que c'est un circuit sur lequel les KTM ont performé? L'année dernière, Pedro Acosta signe le meilleur tour en course également. Donc c'est vrai que c'est un bon circuit pour KTM, mais encore une fois, c'était un peu pollué par justement les tests qu'il y avait eu juste avant. Donc maintenant, sur une saison qui est déjà lancée avec 3 Grands Prix, est-ce que ce sera la même tendance? J'espère, en tout cas pour KTM, mais je pense que la lutte va être dure encore face aux 5 Ducati. On peut rajouter Aldeguer, même parce qu'il a fait un bon week-end à Austin. Donc ça va être compliqué, encore une fois. En tout cas, je l'espère pour le spectacle, en tout cas. Toi, Xavier, KTM, quand tu es pilote et que tu vois toutes les nouvelles qui sont passées autour de la situation de KTM, la crise, 2,9 milliards d'euros de dettes, les doutes, incertitudes, etc., etc. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que ça pollue ton esprit ou est-ce que tu arrives à faire abstraction de tout ça? Je pense que pendant l'hiver, ça a bien dû polluer l'esprit. Maintenant, il y a eu des réunions, il y a eu des discussions, il y a eu des mises au clair. On voit qu'ici, dernièrement, ces 2 derniers jours, KTM a encore effectué des tests. Donc, je ne pense pas que KTM soit en train de chômer. Je veux dire, voilà, ils avaient bien clarifié le point en disant que la partie compétition ne serait pas affectée par cette crise. Je crois aujourd'hui que voilà, on a 2 pilotes qui sont Viñales et Bastianini qui viennent de 2 motos très performantes et qui vont clairement sur une moto moins performante, parce qu'aujourd'hui en MotoGP, moins performant, 5 dixièmes, c'est énorme. Et il faut qu'ils trouvent le petit truc. Et on voit qu'Acosta, mine de rien, il arrive quand même à toujours être rapide, mais à faire toujours les mêmes petites erreurs qu'il faisait l'an dernier. Maintenant, on peut pas lui jeter la pierre. Hein. Il essaye, le garçon. Donc, et surtout, le niveau qui est actuellement MotoGP, parce que je pense clairement qu'avec l'arrivée de Marquez chez Ducati, le niveau de Pecco, le niveau de Alex Marquez a fait qu'on a encore passé un cap supérieur. Donc, les autres derrière essayent de pousser encore plus. Mais clairement, dans la tête d'un Pecco, aujourd'hui, de Pedro, ça ne va pas être facile. En lisant un peu tout ce que les médias peuvent dire, toutes les rumeurs qu'il y a en disant qu'il doit partir, pas partir. Et c'est sûr que pour un garçon de cet âge-là, mine de rien, même s'il a l'air de montrer qu'il est très très fort mentalement et de faire abstraction de tout ça,
ça doit jouer un certain rôle. Tu penses qu'il est un petit peu trop impatient? C'est souvent comme ça qu'on le décrit, pressé de gagner? Ou que c'est à 20 ans, quand tu avais 20 ans sur une moto, évidemment, on imagine que c'était pareil. Hein, tu t'arrivais le couteau entre les dents et tu voulais absolument tout. C'est difficile à juger sur le fait de dire qu'il soit impatient ou pas impatient. Maintenant, il a envie de gagner, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, il est face à des cadors qui ne sont pas n'importe qui. Et je comprends qu'il ait envie d'avoir les mêmes armes. Mais bon, voilà, il a fait un choix il y a 2 ans, il l'a accepté et il faut qu'il fasse avec. À l'époque, Marc Marquez, quand il était sur la Honda, qui n'était pas la plus performante, il essayait d'en tirer le maximum du package qu'il avait. Et voilà, Rossi, ça a été pareil avec la Yamaha. Et c'est là qu'on voit les grands pilotes qui arrivent à sortir quelque chose d'extra. Et Pedro, je fais l'erreur. Pedro, s'il arrive vraiment à faire des résultats cette année avec la KTM, j'ai pas de souci à me faire pour son avenir. Eh bien, écoute, on passe à la suite. On va regarder un petit peu du côté bleu, blanc, rouge, les tricolores. Alors, Xavier, tu es belge, mais tu es très ami avec ces deux hommes, notamment Johan Zarco. Donc, quels espoirs pour Quartararo et Zarco ce week-end? La photo qu'on vous a mis, c'est le Grand Prix de Doha. Thomas, c'était le doublé français en MotoGP inédit. Ouais, c'est ça, le premier doublé de tricolore. Alors, tricolore, c'est un abus de langage parce qu'il y a d'autres drapeaux que tricolore, mais le premier doublé français en MotoGP. Donc, ouais, une Marseillaise chantée en duo avec les deux. Mais ouais, c'est vrai que c'était un super Grand Prix. Et puis, mais ce qui est surtout étonnant, c'est là où je pense qu'on va y venir juste après, ce qui est étonnant, c'est qu'en termes de stats, encore une fois, en termes de chiffres, le circuit de Losail convient beaucoup à la Yamaha. Donc je pense que Xavier peut analyser ça. Je pense que notamment tu l'as analysé au début en disant que c'était un circuit où il y avait énormément de virages rapides. Et c'est l'une des spécificités de la Yamaha, c'est justement d'avoir une grande vitesse de passage en courbe et donc d'avoir un châssis agile et donc de pouvoir permettre de compenser ces lacunes, notamment sur la grande ligne droite. Et donc on le voit, 10 victoires pour la Yamaha depuis le Qatar en 2004, depuis l'arrivée du Qatar en 2004. Voilà. Et oui, mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont face à une Ducati qui complète tous les domaines. Non, c'est ça. Aujourd'hui, la tendance a changé. Quoi. Et si je regarde les stats, j'ai envie de dire que la Honda a passé un cap un peu plus gros que la Yamaha, en tout cas en rythme de course. Et l'an dernier, Fabio finit juste devant Johan pour 3 dixièmes. Donc, j'ai envie de dire, j'ai espoir que Johan, ou en tout cas les pilotes Honda, pourront être beaucoup plus proches des Ducati cette année. Et j'ai envie de dire la Yamaha aussi, parce que voilà, on sait que Fabio, il a toujours été très performant au Qatar. Et je pense qu'il aborde le Grand Prix quand même un peu différemment de l'an dernier, où l'an dernier, il était plus dans une spirale négative, il voulait absolument tout de suite aussi. Ici, il sait que voilà, c'est pas le premier Grand Prix. Il a déjà l'expérience des 3 week-ends qui sont passés. Donc, l'approche psychologique sera différente pour Fabio aussi. Donc, voilà. On sait qu'aujourd'hui, en MotoGP, ben voilà, tout doit être parfait, tout doit être millimétré. Donc, même s'ils ne seront pas bien classés, je pense qu'ils ne seront pas très loin en termes de performance. Il y a un sujet dont on parle chez Yamaha avant de passer à Honda en ce moment, c'est les performances de Jack Miller, qui a terminé 5e à Austin et qui, en fait, depuis le début de la saison, rivalise plus ou moins avec Fabio Quartararo, notamment en qualification. Toi, Xavier, tu as roulé avec Jack Miller. Est-ce que tu es surpris par ce qu'il montre sur la Yamaha? Comment est-ce que tu l'expliques? Je ne suis pas surpris par ce qu'il montre sur la Yamaha. Maintenant, c'est vrai que je suis plus étonné de ce qu'il arrive à faire avec cette moto. Surtout qu'on dit toujours que le 4 en ligne, maintenant, c'est plus le moteur qu'il faut. Mais lui, en fait, il se plaignait tellement de dribbling avec la KTM l'an dernier que ce dribbling a disparu avec la Yamaha et qu'en fait, il arrive à s'amuser sur la moto. Et le fait de s'amuser, les résultats, les chronos, en tout cas, viennent plus facilement. Il ne se plaint pas de la moto comme peut se plaindre Fabio. Après, comme je l'ai dit, c'est une approche psychologique. Les attentes de Fabio, c'est de vouloir gagner à tout prix parce qu'il a été champion du monde. Et ce que les médias attendent de lui, c'est d'être champion du monde. Que Jack, personne n'attend de lui aujourd'hui d'être champion du monde. S'il fait des top 15,
tout le monde sera content. Donc, tout ce qui vient en plus, c'est que de l'extra. Tu nous disais que Honda avait passé un cap. On a trouvé avec Thomas cette petite stat. 3 grands prix dans le top 10 de suite depuis le début de saison. C'est une première depuis 2023 pour Honda. Alors Thomas, tu étais toi à Austin. Tu as un peu parlé avec notamment Luca Marini, qui est l'un des pilotes en progrès en ce moment, au sujet de ces avancées de Honda. Qu'est-ce qu'il t'en a dit? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu? Parce qu'on avait eu un débat, en fait. Moi, j'étais plus pour dire que Honda faisait de super pas en avant. Toi, tu répondais que oui, mais il y avait aussi 2 Ducati en moins sur la grille. Et donc, qu'il fallait peut-être, et que les circuits leur convenaient bien, qu'il fallait peut-être un petit peu nuancer ou en tout cas attendre. Ouais, et puis après, Marini, après, on peut ou pas partager son avis, mais ce qu'il disait, c'est que lui, cette Honda, alors même si c'est, encore une fois, c'est comme dit Johan, là pour le coup, c'est pas une révolution, c'est la progression de cette Honda depuis l'année dernière. Mais en tout cas, aujourd'hui, Marini estime que le potentiel de la Honda aujourd'hui est exploité à 100%. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui, contrairement à d'autres constructeurs qui ont un nouveau projet ou une nouvelle moto, qui se cherchent encore sur les réglages et donc à essayer de la peaufiner au mieux, la RCV aujourd'hui a atteint son plein potentiel. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre un coup de collier par la suite parce que les autres vont combler leur retard et donc forcément encore dominer et donc ça va être encore plus compliqué pour Honda. Lui, c'est ce qu'il estime. C'est une des raisons. L'autre raison, il y en avait, comme tu l'as dit, hein, c'est effectivement 2 Ducati en moins. 2 pilotes rapides, on va dire, je vais pas dire en moins, mais voilà, avec un Bastianini, avec un Vignales qui se retrouvent sur une machine moins performante, donc forcément derrière potentiellement au classement. Voilà, donc ça fait déjà 2 grosses raisons qui expliqueraient cela. C'est pas un avis que partage Johan, parce que lui, il dit que clairement, il reste encore des choses à exploiter sur cette moto. Mais en tout cas, Marini a cette analyse-là. Après, voilà, on n'est pas dessus. Hein, moi, en tout cas, je suis pas dessus, donc je peux pas dire si c'est le cas ou pas. Donc, mais en tout cas, voilà l'une des raisons. Et ça n'a pas empêché Marini de faire un top 10. Il fait top 10. Hein. J'ai un trou d'un coup, mais à Austin. Xavier, je te voyais sourire. Oui, parce que comme je vois beaucoup Johan ces derniers temps. Et j'ai plus envie de croire Johan en disant que voilà, il y a beaucoup plus à aller chercher de cette moto. Je pense que Marini, ça c'est mon avis, il n'a jamais performé comme a pu le faire un Johan ou d'autres pilotes sur la grille de départ. Et lui, il sait l'effort qu'il fait sur la moto. C'est-à-dire que quand ça vient facilement et que le chrono vient, il sait qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts et que c'est pour ça qu'il pense, à mon avis, que la moto ne peut pas évoluer plus. Ce qui est totalement l'inverse avec Johan, qui lui cherche tout le temps à essayer de trouver des choses que lui peut aller chercher plus que la moto. Et c'est là où Johan met énormément de points chez Honda et que ça motive les Japonais à continuer à chercher à développer parce que justement, ils ont un pilote qui se remet en question en permanence et qui veut aller chercher plus sur lui, plus que toujours d'attendre que ce soit que la moto qui fasse le job à 100%. Et c'est pour ça que ça me fait sourire et que je pense que sur la saison complète, Johan sera plus fort qu'un Marini. C'est vrai que Johan, quand on lui parle, que ce soit Thomas ou moi, il nous parle souvent de cette énergie qu'il essaye de maintenir, les déblocages dont il nous parle à chaque fois, ce mot qu'il a, déblocage, déverrouillage. Comment est-ce que tu le sens, toi, mentalement, l'année dernière par rapport à cette année? Ça va en avant. On sent que, en tout cas, nous, on l'a vu au premier Grand Prix, optimiste. Il était ravi de pouvoir se battre avec d'autres constructeurs. On le sentait vraiment, je ne vais pas dire retrouvé parce qu'en fait, il ne l'a jamais perdu, ça. Il s'attendait à avoir des moments difficiles chez Honda, mais en tout cas, ce début de saison, ça l'a un petit peu boosté. En tout cas, voilà, on le sent vraiment mentalement prêt pour se battre aux avant-postes quand l'occasion se présentera. Ben voilà, rien de plus à ajouter, Daryl. Il s'attendait l'an dernier à vivre des moments difficiles, même s'il y a ce côté compétiteur au fond de lui. Donc, il y avait des fois des moments de frustration parce qu'il voyait qu'il y avait un potentiel et qui n'était pas exploité vraiment comme il fallait. Que cette année, il voit qu'avec cette moto, ça se rapproche. Il voit qu'il arrive à mieux piloter la moto du fait d'avoir de l'expérience sur tous les circuits où ils vont maintenant. Il a le feedback de l'année d'avant. Il part déjà avec une base de départ.
Et donc, je pense clairement qu'il est capable de faire des bons coups d'éclat cette année. Maintenant, voilà, c'est clair que c'est pas le pilote qui fait toute la différence. Honda doit y mettre du sien. Mais après, voilà, ce sont les seuls qui savent si Honda a la capacité de continuer à évoluer ou pas. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce Grand Prix du Qatar? Qu'est-ce que ça fait de rouler de nuit, Xavier? Alors que ce soit en mode endurance ou, mais plutôt cette fois en mode sans les phares. Bon, l'avantage du Qatar, c'est que c'est beau Oui, il pour les fait jour. photos et pour les images, mais c'est comme si on roulait de jour. Allez, mais messieurs, on va terminer avec ceci. Qui sur le podium? Alors évidemment, on vous demande dans les commentaires de donner votre pronostic, mais également à Xavier et à Thomas. Alors ici, ce sont les horaires du Grand Prix. On rappelle que c'est un Grand Prix qui se passe après-midi pour les essais et début de soirée pour les courses. Ce sont les heures à l'heure de Paris ou de Bruxelles. Le décalage horaire, c'est 1 heure, c'est ça, plus 1 heure quand on est à l'heure locale. C'est ça. Je te propose, Thomas, de commencer. C'est quoi ton podium là, dimanche soir à 20h? Ah bah écoute, je l'ai dit sur l'autre émission à laquelle j'ai participé il y a quelques jours. Et que l'on salue. Exact. Et ben écoute, moi je pense à, voilà, je vais te dire le podium, Marc, Digia et Pecco. Voilà. Digia qui a gagné ici en 2023 sa première victoire. On vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait il y a 2 jours, puisqu'on revient sur ce moment. Et tiens, d'ailleurs, Xavier, on va en parler un petit peu juste avant de terminer ce preview du Grand Prix du Qatar. Di Antonio en 2023, quand il gagne au Qatar, alors qu'auparavant, il n'avait jamais fait de grands résultats en MotoGP, mais il apprend que Marquez prend sa place chez Gresini, déclic, on le retrouve sur le podium, on le retrouve à se battre devant jusqu'à gagner au Qatar. Est-ce que ça montre l'importance du mental en MotoGP? Ça montre l'importance du mental, mais aussi d'avoir un peu de la chance. Je pense que à ce niveau-là, tous les pilotes donnent le maximum. Mais après, on le voit sur certains circuits, d'autres pilotes sont plus à l'aise que d'autres en fonction des settings de la moto, du feeling qu'on peut avoir. Et je pense que tout s'est aligné pour Digia c'est les années passées. Là, on voit ici, Digia, il vient encore de monter sur le podium ici à Austin. Donc, c'est la preuve qu'il donne tout à tout moment. Je pense que c'est juste que là, les astres s'étaient alignés pour lui donner un petit espoir pour la suite. Mais je ne pense pas que ce soit le genre de pilote à rouler à 80% à chaque Grand Prix. Et ton podium donc pour ce Grand Prix du Qatar 2025? Alors moi, j'ai envie de dire Marc, Alex et Morbidelli. Morbidelli? Pourquoi? Parce qu'il est très performant. Il est en forme et c'est un pilote qui est sous-estimé. Donc, je le vois bien être performant dans le format du week-end, sans test avant, avec un circuit qui offrira en théorie peu de grippe ce week-end. Donc, je vois bien Morbidelli bien performer. Eh bien, écoute, on prend note. Et pour moi, ce sera Pecco qui l'emporte devant Marquez et Di Giannantonio. On parie tous sur un pilote vers 46, mais Xavier fait le choix de Francky. Messieurs, merci beaucoup. Merci 1000 fois Thomas et Xavier, Xavier et Thomas pour votre présence. Merci à toutes et à tous pour la visibilité, les commentaires, les réactions, les abonnements qu'il y a de plus en plus ces derniers jours. N'hésitez pas, encore une fois, à partager si ça vous a plu, à commenter si vous avez des réactions, des suggestions, des questions. Profitez-en, on a un ancien pilote MotoGP, champion du monde d'endurance qui est à dispo pour vous répondre. Et on vous souhaite un très bon Grand Prix du Qatar. Salut. À plus.